est-ce que, et vous en faites le pari, on peut construire une empreinte sociale? C'est en tout cas ce que vous avez essayé de construire depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et comment vous construisez cet indicateur? Effectivement, bonjour à tous déjà. Nous sommes partis de l'intuition il y a maintenant 3 ans qu'il fallait profiter de toute l'expertise qui a été accumulée sur l'empreinte carbone pour pouvoir identifier une façon de le transformer, de le transposer sur les questions sociales. On a eu une courbe d'apprentissage extrêmement forte sur le carbone autour de 2015-2016 et on trouvait que c'était important d'avoir l'équivalence sur la thématique sociale. Et on est parti donc de cet apprentissage lié à l'empreinte carbone avec l'idée, premier apprentissage, il faut absolument contextualiser les indicateurs d'impact en fonction des spécificités géographiques et sectorielles. Donc c'est ça qu'on a essayé de mettre en place, de pouvoir identifier des données macroéconomiques qui sont diffusées par des organismes internationaux tels que l'Eurostat, l'OIT, etc., pour pouvoir l'utiliser comme niveau de référence et comparer les performances des entreprises en fonction de ces niveaux de référence d'un point de vue sectoriel et géographique, avec des indicateurs sur l'absentéisme, l'accidentologie, les taux de rotation des salariés, l'écart de parité, l'intégration de personnes en situation de handicap. Il y a une multitude d'indicateurs même qu'on commence à développer sur la formation également et l'engagement des salariés qui nous permettent d'avoir cette empreinte sociale contextualisée géographiquement et sectoriellement. Ça, c'est le premier apprentissage qu'on a essayé de transformer, de translater sur la partie sociale. Le deuxième apprentissage… L'appliquer aujourd'hui à vos fonds, est-ce que vous la mettez en œuvre dans vos fonds aujourd'hui? Tout à fait. Donc, sur nos fonds ISR, on a cette empreinte sociale qui, chaque année, est à la fois réactualisée et développée en fonction aussi du niveau d'information que nous avons, parce que là, nous nous basons sur les données qui sont issues des entreprises, taux de fréquence des accidents, par exemple. Donc, il est important d'avoir une couverture suffisamment large. Aujourd'hui, sur tous ces indicateurs-là, on dépasse les 50% sur nos portefeuilles classiques de couverture. Et on arrive à augmenter cette partie, notamment sur la formation. La première année, on n'avait pas parlé de formation et d'engagement des salariés parce qu'on était en deçà des 50%. Donc, on voit que ça avance beaucoup au fur et à mesure des années. Alors, du coup, cet indicateur, donc, vous l'avez construit pour Mescart au départ. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une approche plus globale et vous essayez d'en faire comme l'empreinte carbone? Certes, chacun a choisi sa méthodologie, mais globalement, c'est devenu quelque chose d'assez partagé entre les investisseurs. Est-ce que vous espérez en arriver au même point avec l'empreinte sociale? C'est vraiment l'idée de cette démarche, de se dire qu'on a essayé de tester, et souvent en partant du postulat, on entend beaucoup parler on n'a pas assez de données sur la partie sociale. Donc on a voulu tester avec des fonds un peu cobayes, voir comment on pouvait fonctionner, comment on pouvait aussi apporter cette granularité d'un point de vue sectoriel. Donc ça, pour nous, c'était important de pouvoir après le présenter, en débattre, notamment au niveau du FIR, où il y a un groupe de travail sur ce sujet, pour voir comment on peut aller plus loin, notamment avec cette idée peut-être un jour d'avoir une sorte de SDP, donc cette plateforme qu'on pourrait mettre en place qui intégrerait toutes les données sociales et qui permettrait à chaque investisseur de pouvoir piocher ces informations sur une plateforme commune, parce que là aussi, notre impression, notre expérience, c'est que c'est le CDP qui a beaucoup fait avancer le sujet carbone, parce qu'on avait accès à ces données. Voilà, le CDP étant fédérant les données environnementales recueillies auprès des entreprises et surtout faisant aussi pression sur les entreprises pour qu'elles donnent ces informations. Et donc l'idée… Alors, ce qui est important, c'est qu'au-delà de cette démarche d'empreinte sociale, vous êtes un des membres actifs de Shareholder for Change, donc qui est une coalition d'actionnaires plutôt dédiée sur les questions sociales, puisqu'on vient d'évoquer les multinationales. Donc, ce qui caractérise les multinationales, c'est leur côté évidemment présent dans plusieurs pays, mais surtout des chaînes de sous-traitance extrêmement complexes. Vous avez travaillé par exemple sur la question des salaires décents, en plus particulièrement avec H&M. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment un investisseur soucieux de vérifier si H&M, dans l'ensemble de sa chaîne de sous-traitance, traite bien décemment le salarié qui, in fine, fabrique telle ou telle pièce de vêtement? Comment on peut faire? Est-ce que c'est possible? Et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Alors effectivement, Shareholders for Change, c'est un petit réseau d'investisseurs issus de 7 pays européens différents. L'objectif, c'est de pouvoir mener ces actions communes et partager à la fois les informations, le savoir-faire
et notamment permettre à chacun d'être le porte-parole avec des entreprises locales. On a mené d'ailleurs une étude sur la responsabilité fiscale, mais sur le secteur des télécoms, concernant le sujet que vous évoquez de H&M. On a pu voir avec des rapports d'ONG que les engagements qui avaient été pris par l'entreprise au lendemain du Rana Plaza n'avaient pas été atteints. Et c'est pour ça que, notamment sur la question du salaire décent et des engagements sur la juste rémunération des fournisseurs, donc la façon dont on a abordé les choses, c'est via un dépôt de résolution, la thématique sociale, à la fois en 2019 et de nouveau en 2020. L'objectif de cette résolution, c'était de demander d'intégrer dans les critères d'attribution de rémunération variable des dirigeants des critères spécifiques liés à la juste rémunération des fournisseurs et à leurs conditions de travail. Alors ça, c'était votre objectif. Ça n'a pas été si facile que ça à atteindre. Et en plus, vous êtes heurté à une spécificité. Alors, la première année, on vous a expliqué qu'il fallait tout déposer en suédois. Vous l'a expliqué la veille de l'Assemblée générale. Donc, c'était un petit peu compliqué de se retourner. La deuxième année, vous avez compris que vous avez réussi finalement à poser le sujet dans une entreprise où le capital familial est quand même encore très important. Effectivement. Alors, c'est vrai que il n'y a pas eu de vote qui a été réalisé. Il y a eu un système à l'acclamation. Donc, on n'a pas pu obtenir de données chiffrées sur le vote. La deuxième année grandit de cette expérience. On a pu demander un vote spécifique. Et on a été quand même soutenu par certains gros investisseurs institutionnels. Et au final, si on retraite, parce qu'effectivement, il y a une grosse part de l'entreprise qui est détenue par la famille fondatrice, hors détention par la famille fondatrice, on a eu quand même presque entre 16 et 17% de votes favorables. Là encore, l'objectif, c'est de sensibiliser. On savait bien qu'on n'allait pas obtenir une majorité, mais de pouvoir sensibiliser sur ces sujets et d'être en dialogue entre deux assemblées générales avec le management pour avancer sur ces thématiques et notamment ces intégrations de critères spécifiques dans la rémunération des dirigeants. Et est-ce que vous avez senti un changement, puisqu'entre les 2 années, entre 2019 et 2020, la nouvelle dirigeante d'H&M est, je crois, à ma connaissance, la seule ancienne responsable développement durable qui est en charge, qui dirige une entreprise. Est-ce que vous avez une écoute différente sur ces sujets-là? On a eu effectivement cette évolution entre nos deux dépôts de résolution. On a trouvé cet élément extrêmement favorable et donc on a pu avancer. Il y a un dialogue, il y a des échanges de courriers. Pour l'instant, ça ne fait pas partie. En fait, l'entreprise considère qu'elle ne peut pas publier, ne serait-ce que les thématiques intégrant ces critères de rémunération variable sur la partie ESG. Mais on continue de dialoguer, notamment nos amis du réseau, nos amis italiens qui sont fer de lance sur cette opération, qui continuent de dialoguer de façon très, très active avec l'entreprise pour essayer d'avancer sur ce sujet qui est fondamental de partage de la valeur avec les fournisseurs. Avant de passer à Pierre-René Lemoine, une toute dernière question. Vous avez évoqué le Rana Plaza, donc qui est l'effondrement de cet immeuble au Bangladesh, où on s'est aperçu qu'à peu près tous les grands promoteurs de textiles avaient des sous-traitants et des étiquettes, en tout cas dans les ruines de ce bâtiment où sont morts des milliers de personnes. Est-ce qu'on a pensé à ce moment-là que ça allait changer la donne et qu'effectivement on était arrivé à un niveau insupportable de ce type de modèle de sous-traitance 7 ans après? Est-ce que votre sentiment, c'est bien le cas, ou que finalement, business as usual a continué comme avant et peut s'aggraver avec le Covid potentiellement? Alors, c'est un vrai sujet, et notamment pour les investisseurs responsables, c'est de voir comment on peut intégrer progressivement cette chaîne d'approvisionnement. Et à notre sens, aujourd'hui, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg de ESG, où ce qu'il faut voir, c'est que la chaîne d'approvisionnement, il y a des études qui le montrent, a un impact notamment social qui est extrêmement important. Et que des études notamment de Système et Scope montrent qu'il y a à peu près 2/3 de l'impact ESG qui est situé en amont des murs de l'entreprise. Ce qu'on pourrait qualifier de Scope 3 amont social, si on fait le parallèle encore une fois avec l'empreinte carbone. Donc si on regarde uniquement ce qui se passe au sein des usines de l'entreprise, en fonction des secteurs, on peut perdre énormément, et notamment sur la partie investissement à impact. L'exemple qui a été donné par l'étude, notamment sur le secteur qui est peut-être le plus sensible, le secteur alimentaire, vous avez 88% de l'impact social et environnemental qui est situé au niveau des fournisseurs. Donc pour nous, c'est un enjeu extrêmement important de pouvoir intégrer ces relations fournisseurs et de pouvoir matérialiser l'impact. Et c'est pour ça qu'en ce qui nous concerne chez Mescas Management, on est en train de mettre en place un partenariat avec un organisme qui s'appelle SCOP,
et qui est une agence européenne de rating de façon indépendante et qui met en place une analyse statistique macroéconomique pour pouvoir dépasser la problématique que l'on connaît tous d'absence de données sur la supply chain, sur la relation fournisseur, pour savoir en fonction du rang N+2, N+3, c'est extrêmement complexe de voir quel est l'amont de la chaîne de valeur d'une entreprise. Et l'idée, c'est de pouvoir, d'un point de vue statistique, identifier en fonction des modèles d'entrée-sortie de l'OCDE, quelle est statistiquement la présence des chaînes d'approvisionnement d'un point de vue sectoriel et d'un point de vue géographique. Et de pouvoir croiser ces données de cartographie des chaînes d'approvisionnement des entreprises avec des données que l'on constitue en interne sur les sujets d'ailleurs qu'on évoquait, sur les sujets de protection sociale. On voit bien qu'on a beaucoup d'informations publiques qui montrent par exemple les pays où il n'y a aucun mécanisme de protection sociale qui existe. Donc ça, c'est par exemple un risque supplémentaire. Sur la question de la pauvreté, du partage de la valeur et de la discrimination, le travail forcé et le travail des enfants, tous ces éléments-là, c'est important de pouvoir croiser avec la cartographie des implémentations géographiques des fournisseurs, ce qui nous permet d'affiner l'exposition au risque des entreprises, mais aussi d'identifier des opportunités supplémentaires, notamment tout ce qui relève des stratégies d'économie inclusive, de social business, qui sont mises en place par ces entreprises, qui ont un vrai rôle à jouer quand elles sont très présentes dans des pays en développement.